consacré donc au caractère fétiche de la marchandise et son secret. Je vais essayer de faire surtout une explication de texte, parce que le texte est difficile, c'est un texte célèbre, très commenté, et c'est un texte qui reste malgré tout un peu énigmatique. Je vais donner donc, si vous voulez, en introduction, donc le plan que je vais suivre, qui est le texte, après quelques remarques introductives sur la notion de fétiche et son importance, et sa place dans le livre 1, je suivrai les 4 parties du texte, si j'ai le temps de le faire. Les premiers paragraphes 1 à 6 sont une présentation du fétichisme, une analyse du fétichisme, qui en quelque sorte procède par réduction de ce qui apparaît dans la phénoménalité, dans l'ordre de ce visible, à propos de la marchandise, et qui en quelque sorte montre que le caractère fétiche de la marchandise n'est lié ni au fait qu'elle ait des valeurs d'usage, ni qu'elle ait des valeurs d'échange, mais implique précisément le rapport direct à la valeur, c'est-à-dire indirectement à tout ce qui a été introduit la fois précédente par Jean Roblin, la notion donc de travail, d'abstrait, de temps de travail, de temps de travail, d'échange et de réalisation donc de temps de travail, de la suite du temps de travail par la médiation de l'échange. Parce que le travail abstrait ne se présuppose pas lui-même, il se réalise dans les actes d'échange au moment où des producteurs individuels mettent sur le marché des marchandises qui vont en quelque sorte révéler à elles-mêmes, leur rapport au travail abstrait. Ce sera donc le premier point. Le deuxième point, c'est la deuxième partie de ce texte, des paragraphes 7 à 11, après donc la descente vers l'essence à partir du phénomène et l'analyse, notre processus de marche, que je pourrais appeler une espèce de remontée vers le phénomène, remontée vers les apparences, et quelles sont les conditions de possibilité sociales nécessaires pour que quelque chose comme le fétichisme apparaisse dans l'ordre de la réalité, c'est donc l'échange marchand et la formation de la valeur, et en même temps, on a des considérations sur la science critique. Qu'est-ce que c'est qu'une science critique qui critique des apparences qui ne sont pas de simples illusions, mais qui sont bien fondées, qui sont efficaces, et une science critique qui, en même temps qu'elle dénonce l'illusion, se bute sur la réalité du fait que la marchandise, le fétichisme de marchandise est efficace. Ça n'est pas une forme simplement illusoire, c'est une forme efficace, puisque la marchandise commande en quelque sorte aux producteurs, aux échangistes, ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas tant les hommes qui contrôlent le processus que les marchandises qui se donnent les hommes pour réaliser le processus. Donc, une considération sur la science. La troisième partie, qui est la plus connue, qui est la plus facile, c'est une analyse qui n'est plus, si vous voulez, celle de concept, avec le double mouvement que je viens d'indiquer. Elle va du paragraphe 12 au paragraphe 17, dans l'édition qui est l'édition ancienne de Lefebvre, que j'ai apporté avec moi. Et là, si vous voulez, Marx montre en quel sens et comment le fétichisme n'apparaît qu'avec la marchandise, et donc avec le mode de production capitaliste. Il est une spécificité du rapport social capitaliste qui n'existe pas dans des formes de société antérieures, ni dans la société médiévale, ni dans des sociétés, disons, plus anciennes, qui naissent à la fin de la dissolution de l'Empire, qui remontent en arrière de l'Empire romain, et qui sont des sociétés de type agraire artisanal avec une sorte de communauté. Et il montre aussi que le fétichisme s'oppose, il peut être pensé par différence. Il y a donc une comparaison à double entrée des sociétés réelles, société médiévale, société antique, et ensuite deux fictions, deux représentations. D'abord, la représentation de Robinson. On montre comment Robinson ne peut pas être victime du fétichisme parce qu'il n'y a pas de marchandise. Et une deuxième affaire, c'est le début. Et la dernière intervention, c'est effectivement l'évocation célèbre d'une société, représentant nous une société, une association d'hommes partageant le temps, c'est-à-dire donc que ce qu'on appelle, même si le mot n'est pas dit, probablement l'évocation d'une société qui est la société communiste. Alors, vous voyez deux représentations, une fiction, pas une fiction, mais quelque chose qui pourrait être le futur ou un avenir, encadrant la référence à deux formes de société historiques dans lesquelles le fétichisme n'apparaît pas. Cette analyse, elle est surtout là pour faire apparaître la spécificité historique, transitoire, donc du marché, de la valeur et du fétichisme qui est attaché à la marchandise. Dernière remarque, quelques paragraphes de conclusion qui sont assez elliptiques, paragraphes 18 à 22, eh bien là, ce sont les prolongements de l'analyse. Marx nous dit qu'il n'a à peine, il se demande pourquoi l'économie politique n'est pas arrivée au fétichisme, parce qu'elle avait resté une mauvaise conception de la valeur. Là, il y a une note sur les cadeaux que je passerai, et surtout il y a cette idée que le fétichisme ne fait que commencer, que toutes les formes de l'être social que l'on trouve dans la société capitaliste, régie par le mode de production capitaliste, donnent lieu à des phénomènes qui ressemblent
proche du fétichisme. Il y aura donc un fétichisme de la monnaie, il y aura donc un fétichisme du capital, des formes du capital, il y a même un fétichisme du salaire. Donc de ce point de vue, cet imaginaire-là est un imaginaire dont on choisit de développer la forme nucléaire, mais il va être poursuivi durant tout le capital. Marx l'indique en terminant. Je ferai, si je peux, quelques considérations annexes sur la question de la critique de la religion et quelques considérations annexes sur le statut du communisme dans ce texte et dans d'autres textes, parce qu'il n'y a que 2 textes dans le Capital où Marx parle de communisme, 3 maintenant si l'on prend en compte la question de l'individu intégral qui intervient dans le livre 1, un texte qui est celui-ci, donc le mot n'est pas prononcé, et un texte du livre 3, chapitre 48, le célèbre texte qui évoque le rapport entre le royaume de la nécessité où l'on continue de travailler mais dans des conditions qui ne sont plus celles du monde marchand, et le royaume de la liberté qui commence sur cette base et après l'homme développe ses capacités. Voilà, si vous voulez, le plan que je vais suivre. Je vais tout d'abord, si vous voulez, vous mettre en lien sur le texte et je vais commencer mon explication. À première vue, c'est à la page 81 de l'édition, c'est le premier paragraphe, à savoir donc le processus d'analyse qui va aboutir en quelque sorte à nous donner la loi de constitution du fétichisme qui ne peut pas être comprise et connue par ceux qui, vivant dans cette société, sont victimes du fétichisme et en même temps sont mis en mouvement par la marchandise en tant que les fétichistes, les fétichisés. Bien comprendre ça. À première vue, une marchandise donc semble une chose toute ordinaire qui se comprend d'elle-même. En l'analysant, on constate que c'est une chose extrêmement embrouillée, pleine de subtilité métaphysique et de lutte théologique. Tant qu'elle est valeur d'usage, elle ne comporte rien de mystérieux. Soit que je la considère du point de vue des propriétés par où elle satisfait les besoins humains, ou du point de vue du travail humain, qui la produit lui confère ses propriétés. Il tombe sous l'essence que l'homme modifie par son activité la forme des matières naturelles. Bon, la forme de bois est modifiée quand on a fait une table. La table n'en reste pas même du bois, chose sensible, ordinaire. Mais quand elle va au marché, la table qu'on l'achète et qu'on la vend, et qu'elle passe dans les mains des échangistes, alors la table révèle autre chose que sa nature physique de bois, elle révèle même autre chose simplement que sa valeur d'échange, elle révèle quelque chose qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on la vit et qui néanmoins doit être expliquée et comprise, c'est que la table, dès qu'elle entre en scène comme marchandise, vous voyez ici une métaphore du spectacle, eh bien, elle se transforme en chose sensible, suprasensible. Formule extraordinaire. Parce que ce sont des catégories philosophiques. La catégorie donc, de sensible nous renvoie donc à Kant, aux phénomènes qui apparaissent par la médiation de notre équipement sensoriel dans les formes de l'espace et du temps. Et Kant suppose qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui apparaît sensible s'il n'y a pas un fondement suprasensible qui se manifeste dans le sensible, et c'est la fameuse théorie donc, de la chose en soi sur laquelle je ne rentre pas. Ça n'est pas un hasard si Marx prend pour le déporter, le déplacer, le vocabulaire de la philosophie classique et utilise le vocabulaire de l'idéalisme allemand en quelque sorte pour faire la critique donc, de la société régie par la marchandise. Alors, je vais plus finir de dire. Elle ne tient plus seulement debout en ayant les pieds sur terre, la table se met sur la tête face à toutes les autres marchandises. Elle sort de sa petite tête de bois toute une série de chimères qui nous surprennent plus encore, qui, sans rien demander à personne, elle se met soudain à danser. Remarquablement bien décrit, on nous présente la table qui possède comme une vertu mystérieuse qui lui permet de s'échanger, de sortir de sa fixité d'objectivité physique avec une simple valeur d'échange, et quelque chose donc n'en fait une marchandise, et la marchandise est quelque chose d'énigmatique pour ceux qui la vivent et qui échangent. Nous échangeons et nous ne savons pas ce que nous faisons. D'ailleurs, on va le dire, nous faisons quelque chose, la pratique est là, mais nous ne savons pas ce que nous faisons. Les échangistes échangent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils échangent. Le problème, c'est de savoir ce qu'ils font quand ils échangent. C'est ce que va faire expliquer la première partie du texte. Alors, avant de rentrer dans le texte, 2 mots sur le mot de fétiche. C'est des choses bien connues, mais je crois qu'il faut quand même les dire. Fétiche, c'est un mot, disons, qui est tout à fait classique en Allemagne, en Europe à cette époque, au XIXe siècle. Il nous renvoie à l'histoire des religions. Il nous renvoie à l'histoire des religions, il nous renvoie à une phase primitive de l'histoire des religions qui a été explicitée au XVIIIe siècle par des anthropologues, dont le plus important est Charles de Brosse, qui a écrit du culte des dieux fétiches en Égypte et en Nigrétie, et qui fait apparaître, qui exhume en quelque sorte pour le public cultivé de l'époque, des sociétés où il n'y a pas de dieu unique, il n'y a pas de dieu trine, il n'y a même pas de révélation, où simplement donc, les hommes adorent des objets qu'ils ont faits ou qu'ils ont trouvés, des pierres, du bois, ou même des objets qu'ils ont fabriqués, des statues ou autres, et en quelque sorte les considèrent comme ayant d'elles-mêmes, par leur propriété physique, ayant de quoi signifier comme un langage, de se rapporter en tant qu'elle le représente quelque chose de divin. Ces fétiches sont donc l'union d'un objet
chose physique, et d'un signifiant divin ou sacré qu'elle porte avec elle-même, et ils adorent. Voilà, c'est ça le fétiche. C'est un mot portugais qui veut dire quelque chose qui a été fait, fétiche, que je prononce mal. Et au XVIIIe siècle, cette théorie du fétichisme de Charles de Brosse a été extrêmement lue. Vous savez que le XVIIIe siècle développe une critique des religions. Et de Brosse explique, comme beaucoup de philosophies des Lumières, que ce fétichisme nous renvoie à une période de l'humanité où la faculté d'intellection, les facultés symboliques de l'homme étaient peu développées, le langage était peu développé, et par conséquent, par ignorance et par peur, ils se sont mis en quelque sorte à personnifier des choses de la nature dans lesquelles ils sont en rapport et dont ils attendent des gratifications, des bénédictions, un salut à leurs difficultés de la vie quotidienne. Et cette représentation du XVIIIe siècle a été reprise par Diderot, et ça a été élaboré par Hume. Vous voyez les grands philosophes critiques du XVIIIe dans la critique de la religion, dénoncent l'illusion fétichiste. Mais dans cette dénonciation-là, ce qui est surtout premier, c'est la dénonciation d'une forme de superstition élémentaire et primitive, à partir desquelles la religion va se développer, se déplacer pour en arriver à des formes plus élaborées, la croyance à un dieu, ou des dieux, la croyance à un dieu unifié, en allant jusqu'au monothéisme, qui, selon la représentation finalisée, serait peut-être la forme la plus élaborée, la plus civilisée de religion, pour ceux qui croient à la religion, et pour ceux qui ne croient pas à la religion, la dernière forme de religion, celle à laquelle doit succéder une philosophie critique. Donc nous sommes dans une représentation de l'histoire comparée des religions. Le fétichisme pour de Brosse, c'est quelque chose qui caractérise les religions primitives. C'est aussi quelque chose qui, présent dans l'Afrique actuelle, est à la fois présent dans le temps primitif et dans l'espace, où effectivement il s'agit de populations qui n'ont pas développé leur capacité, des sauvages, si vous voulez, hein, des gens qui sont non civilisés. Et le fétichisme est donc pris dans une sorte d'idéologie, comment dirais-je, de l'histoire de type un peu néocolonial, puisqu'il y a un progrès du fétiche au Dieu unique, et puis peut-être pour ceux qui ne croient pas en Dieu à autre chose. Donc Marx va hériter de cette catégorie du fétichisme. Et c'est paradoxal, c'est ironique. Imaginez que dans un monde comme celui de Marx, c'est un monde où la religion existe encore, il venait dans un pays où le protestantisme est en vigueur, et où le christianisme a encore de la force, malgré la défense de la religion. Marx dit que finalement, dans ce monde, on n'a pas fini avec les phénomènes de superstition, d'imaginaire et même de capture de l'intelligence et du désir d'agir, et que ce monde, d'une certaine manière, a sa primitivité propre, puisque ce monde est fétichiste. Dire que le monde de la marchandise est un monde de fétiche, c'est dire au fond que le monde le plus développé, le produit le plus développé, puisque la marchandise n'apparaît que tard, sous la forme de l'unité cellulaire qu'elle est de la société capitaliste, c'est au fond de l'ironie, c'est dire au fond que nous ne sommes pas tant civilisés que ça, puisque nous sommes pris dans un fétichisme moderne qui caractérise le capitalisme et lui seul. Ça, c'est une déclaration importante sur laquelle je voudrais revenir, et qui pose d'ailleurs la question de ce que la théorie de critique de la religion chez Marx, elle est beaucoup plus complexe qu'on le dit, et beaucoup plus riche, et j'essaierai de le montrer. Donc, alors, quelques mots sur ce fétiche, je ne reste pas là. Je commente donc, si vous voulez, le texte. On nous dit que la marchandise est difficile à comprendre, qu'on doit être sensible à la manière dont elle se présente, puisqu'elle ne peut pas être uniquement expliquée par le fait qu'elle ait une valeur d'usage. C'est pas compliqué, il le dit d'ailleurs. Le caractère mystique de la marchandise ne n'est pas sa valeur d'usage. On sait très bien que l'objet fabriqué par l'homme est fait pour satisfaire un besoin humain, que les travaux utiles sont répartis en fonction des besoins humains, et qu'il s'agit là, si vous voulez, à terme, de fonctions qui vont satisfaire les organismes corporels qui ne présentent pas en soi de mystique, et ça n'est pas compliqué à comprendre. Donc, dès que la marchandise est sensible et suprasensible, qu'elle a en elle une sorte de pouvoir mystérieux qui lui permet de s'échanger, de passer d'une main à l'autre, et d'être pris dans un circuit qui est le circuit marchand, et qui est vraiment dans lequel il faut s'étonner, mais ceux qui le pratiquent ne s'étonnent plus, ils sont tellement habitués au fétiche, ils sont pris dedans et qu'ils ne peuvent pas le réfléchir, ça ne peut pas être expliqué par la valeur d'usage. Par le deuxième paragraphe. Mais deuxièmement aussi, le caractère énigmatique de ce produit du travail humain qui a une dimension physique, qui a une valeur d'usage, qui a aussi de la valeur puisqu'il contient du travail, et que on peut penser que s'il contient du travail, il contient quelque chose qui serait comme la substance du travail, qui, en tous les cas qui lui permet de s'échanger. Ça n'est pas la valeur d'échange en tant que telle qui fait problème pour les économistes, la valeur d'échange, c'est une évidence du marché. Quand vous allez échanger un produit, vous le comparez à un autre, vous l'échangez contre un produit qui a la même valeur, et vous ne vous posez pas la question de savoir d'où vient la valeur d'échange. Vous ne vous développez pas
ce qui est au fondement de la valeur d'échange, qui est la forme-valeur. Donc, le problème du fétichisme, c'est un problème de forme. La forme marchandise est une forme qui, en tant que telle, renvoie à la forme-valeur, et c'est la forme-valeur en tant que telle qui suscite cette illusion efficace, cette illusion qui ne peut pas être dissoute par la simple critique, parce que quand vous avez fait sa critique, ça ne vous empêche pas d'être pris dans l'échange marchand et d'être victime de ces illusions. C'est là la nouveauté c'est faux, le fétichisme, et c'est vrai. C'est faux parce que c'est une illusion, il faut critiquer, et c'est vrai parce que cette illusion est efficace, et tant qu'on n'a pas créé les conditions de quelque chose d'autre que la forme-valeur et l'échange marchand, il y aura du fétichisme. Et le fétichisme se déplacera tout au long de la critique de Marx. Il le dit, hein, le recours à la valeur d'échange ne suffit pas. En ce qui concerne et ce qui fonde la détermination de la grandeur de la valeur, la durée de cette dépense, quantité de travail, la différence entre quantité et la qualité du travail est perceptible au sens. De cette manière, la valeur d'échange est perceptible au sens, ça se donne au sens. Ce qui ne se donne pas au sens, c'est effectivement le pouvoir même de l'échange, le fait même qu'il y ait échange, et que sur le même marché, toute une série de travaux qui sont privés, faits par des producteurs qui sont libres, ça on ne thématise pas, mais on le verra après, des travaux donc privés, d'individus privés, eh bien vont en quelque sorte se trouver sur le marché le lieu dans lequel ils vont pouvoir vérifier ou réaliser le fait qu'ils sont des produits du travail humain, non pas du travail concret, mais du travail abstrait. Jean Roblin vous a expliqué c'était le travail abstrait et le travail abstrait. C'est sur le marché que la forme-valeur réalise son lien substantiel au travail abstrait et au temps de travail. Et ce qui fait le problème, c'est de savoir comment quelque chose qui nous renvoie à la forme-valeur peut prendre la forme du fétiche. Voilà, c'est ça, c'est là qu'il le dit très précisément. D'où provient le caractère énigmatique du produit du travail dès qu'il prend la forme marchandise? Là, il répond, et ça c'est la réponse importante, c'est là pour ça que c'est un texte difficile, c'est de cette forme marchandise que naît le fétichisme. C'est la forme qui secrète elle-même son illusion, l'appareil illusoire, et en même temps son efficace, qui fait que nous lui donnons spontanément, comme les primitifs donnent à un objet en bois, eh bien, un rapport à une puissance qui les impressionne et dont ils attendent quelque chose, et qu'ils vénèrent, en tous les cas qu'ils reconnaissent, qui donne à la marchandise son caractère de marchandise. Ce qu'il y a de mystérieux dans la forme marchandise consiste simplement dans ceci. Je vais commenter cette formule qui est difficile, et qu'il faut prendre avec un peu de patience. Elle renvoie aux hommes, le texte est très écrit, elle renvoie aux hommes l'image des caractères sociaux de leur propre travail. L'image des caractères sociaux de leur propre travail comme des caractères objectifs des produits du travail eux-mêmes, comme des qualités sociales que ces choses posséderaient par nature. Elle leur renvoie ainsi l'image du rapport social des producteurs au travail global, au travail abstrait, comme un rapport social existant en dehors d'eux, entre les objets. C'est ce quiproquo qui fait que les produits du travail deviennent des marchandises, des choses sensibles, suprasensibles, des choses sociales. D'une certaine manière, Marx a résumé ici le mouvement de son analyse, et je voudrais commenter cette définition. Donc le problème, c'est d'expliquer le lien entre la forme-valeur et l'apparaître fétiche de n'importe quelle marchandise, pour autant qu'une marchandise est une concrétisation donc, de la forme-valeur. Elle n'est qu'une forme-valeur spécifique. Par conséquent, lorsque les échangistes vivent l'échange, ils n'ont pas l'impression de participer à un rapport social. Ils ont l'impression, en quelque sorte, d'être affrontés à des choses qui possèdent en elles-mêmes une vertu sociale qui ne s'explique pas. Le fétichisme, ça consiste à attribuer, exactement comme le sauvage, le primitif, accorde à l'objet fétichisé un rapport immédiat à une puissance surnaturelle. Ça consiste à donner à la marchandise un pouvoir immanent, intrinsèque de s'échanger, sans que pour autant on ait percé le rapport qui le lie à la forme-valeur. Tout le problème de Marx, c'est d'amener à comprendre le rapport de cette forme-valeur à la marchandise, à son fétichisme, et de passer par le travail abstrait. Donc, dans la marchandise, les producteurs se reflètent leur propre travail social sans le comprendre, sans le penser. Ils le vivent, mais ils ne le pensent pas. L'image du rapport social des producteurs au travail global. Par conséquent, l'objectivité, la manière dont les objets se présentent dans la société capitaliste, l'objectivité sociale, l'objectif du rapport social, c'est une objectivité qui implique la valeur et sa fantasmagorie. Ce qui intéresse Marx ici, c'est de rendre compte de l'objectivité sociale des produits du travail, objectivité sociale qui se réalise et qui n'est pas perçue adéquatement, elle est vécue,
elle est perçue d'une manière distordue, et tout le problème, c'est de montrer au fond que les hommes ne savent pas ce qu'ils font, et que la science va essayer, ou le savoir, va essayer de rétablir ce qu'ils sont. C'est la première chose à comprendre. Alors, quelle image des caractères sociaux, leur propre travail, comme des caractères objectifs du produit du travail. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui n'est pas pensé dans l'expérience de la marchandise, c'est tout le procès social qui donne naissance à elle. Ce qui n'est pas pensé dans la marchandise par ceux qui échangent, c'est effectivement que les marchandises sont des produits d'un travail qui n'est pas seul, qui est à la fois une série de travaux concrets, mais ces travaux concrets sont tous des parties aliquotes d'un travail qui est le travail de personne et de tous, que Marx appelle le travail abstrait. Et s'il n'y avait pas l'échange marchand, le travail abstrait ne se réaliserait pas. Le travail abstrait n'est pas une substance en arrière du monde de la circulation, de l'échange, qui va se réaliser ensuite. Il faut qu'il y ait une pluralité de producteurs privés, il faut que ces producteurs privés se réunissent sur le marché, et c'est au moment où ils se réunissent, ils échangent leurs produits, que le travail abstrait se réalise, c'est ce que je suis bien comprendre. Il n'est pas quelque chose qui préexiste comme une substance. La substance se réalise dans l'échange. Si il n'y avait pas cet échange, la substance ne se réaliserait pas. Le travail abstrait ne se réaliserait pas. Et bien entendu, ce travail abstrait, il est quantitatif. Marx propose cette idée qui fait problème pour les économistes, d'un temps de travail abstrait. Chaque marchandise doit être compris comme une quantité de temps de travail abstrait, tout en étant une chose concrète et échangeable. Et ce que ne voit pas celui qui est dans l'échange marchand, c'est précisément la loi de production de l'échange social et le passage de l'essence sociale de l'essence au phénomène. Marx ici fait le processus inverse, il réduit le phénomène à son essence, en disant donc il n'y a rien d'autre dans la marchandise et son fétiche qu'un travail social très particulier, qui est un travail producteur d'objets utiles, dotés de valeur, et qui sont recouverts par la forme de valeur. Alors, d'où l'apparence, tout se passe au fond comme si les choses avaient elles-mêmes des rapports sociaux qu'elles imposaient aux hommes. Ce n'est pas tant l'homme qui échange que la marchandise qui oblige, une fois qu'elle est sur le marché, qu'elle va trouver son acheteur et, en fonction de ses disponibilités, le force à échanger. Il y a une espèce d'inversion dans le fétichisme. C'est ça qui fait, je crois, la force de l'analyse de Marx. Dans le fétichisme, se réalise une inversion, puisque le travail social abstrait, qui se réalise une fois que les individus privés se mettent ensemble sur le marché pour échanger, eh bien, ce travail abstrait qui est au fond le sujet, ce à quoi il faut se rapporter pour comprendre ce qui se passe, le lien de la production à l'échange, de l'échange à la production, eh bien, ce lien-là n'est pas compris comme un rapport social, il est compris comme un rapport à autre chose. Il y a une permutation, et il y a une formule que je vais dire qui me paraît très intéressante après, et qui est la suivante, qui dit ceci. Les relations sociales qu'entretiennent leurs travaux privés, c'est toujours au paragraphe 6, page 283, les relations sociales qu'entretiennent les travaux privés des producteurs échangistes apparaissent aux producteurs pour ce qu'elles sont. Elles ne leur apparaissent pas comme des rapports immédiatement sociaux, parce que le rapport n'est pas social, il n'est pas un rapport immédiat. Pour qu'il puisse y avoir échange marchand, il faut des rapports médiatisés, des uns avec les autres, échange, pluralité de marchandises, pluralité d'échangistes. Il faut qu'il y ait donc aussi un acte par lequel ces travaux privés se réunissent et vont réaliser leur temps de travail abstrait. Les relations sociales, donc, qu'entretiennent les travaux privés, apparaissent pour ce qu'elles sont. Elles ne sont pas, à la différence de ce qui se passe dans les autres modes de production, des rapports immédiatement sociaux entre les hommes. Par exemple, que donnera Marx tout à l'heure, je le dis ici, pour anticiper la difficulté, lorsqu'on parle de la société féodale, eh bien là, on a une société où les rapports entre les hommes sont des rapports de dépendance directe. Lorsque le serf travaille sur sa tenure, il sait très bien qu'il travaille pour lui, et d'une certaine manière, il a une expérience directe de la production d'objets utiles, de produits utiles, et il sait très bien que lorsqu'il travaille pour le Seigneur pendant un certain temps sur sa tenue, la corvée, à ce moment-là, il sait très bien aussi que, et c'est transparent, il n'est pas victime d'une illusion et d'un fétichisme, il sait très bien que le travail qu'il fait est un travail commandé, et qui est fait parce qu'il dépend directement en tant que personne du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, par Dix, ce ne sont pas des rapports immédiatement sociaux entre les personnes. Dans le capitalisme, c'est sa spécificité unique, et le problème de Marx, c'est de penser cette spécificité. Les rapports sociaux, immédiatement sociaux entre les personnes dans le travail même, laissent la place à quelque chose d'autre de différent qui n'est jamais apparu ailleurs que dans la société capitaliste développée. Et qu'est-ce qui apparaît ailleurs? Et c'est ça le fétichisme. Eh bien, des rapports impersonnels entre les personnes et des rapports sociaux entre des choses impersonnelles. Formule extraordinaire. Dans le fétichisme, il n'y a pas des producteurs directs qui voient ce qu'ils font en travaillant, soit
ils travaillent pour eux, soit ils travaillent pour le Seigneur, et c'est visible, et la durée du temps de travail, la journée leur apparaît. Ils travaillent tant d'heures pour le Seigneur, tant d'heures pour eux. De ce point de vue, les rapports sont des rapports personnels de dépendance. Leur statut les oblige à faire ainsi. Ils nécessitent, ils sont donc obligés de travailler pour le Seigneur, et si vous voulez, l'exploitation existe. C'est une exploitation qui a une autre forme. C'est une exploitation directe d'un rapport de dépendance direct personnel. Dans le capitalisme, il n'y a pas de rapport de dépendance directe. Il y a un rapport de dépendance indirecte et impersonnel. Et pour ça, il est difficile à vivre. Et voilà pourquoi il se crée toujours des apparences. Autre apparence. L'ouvrier va avoir. L'ouvrier va. Tout va être fait, tout va apparaître à l'ouvrier comme le fait que son salaire est le prix de son travail. Et le contrat a été librement passé. Or, en fait, Marx a montré que c'est une illusion fétichiste qui consiste à faire du travail, du salaire, le prix de la force, simplement le prix de la force de travail, parce que celui qui reçoit un salaire n'arrive pas spontanément à accéder au fait que ce qui se passe dans le travail, c'est l'usage de sa force de ce travail pendant un temps déterminé par le capitaliste, qui est une personne, sociale. Donc, si vous voulez, vous voyez très bien ici que le salaire, c'est un rapport impersonnel, puisque vous ne pouvez pas vivre si vous ne rentrez pas dans la mécanique du salaire, du rapport impersonnel. Alors, je reviens au texte, rapport impersonnel entre des personnes. Donc, les personnes, les échangistes ont des rapports non directs. Ils sont médiatisés par l'échange, par l'argent, parce qu'ils échangent. C'est un rapport médiat entre les hommes, et médiatisé par les choses, et médiatisé par l'argent, la monnaie, qui est la représentation et l'incarnation de la forme valeur. Et ce sont des rapports sociaux entre des choses impersonnelles. Et la formule la plus extraordinaire, c'est quoi des rapports sociaux entre des choses impersonnelles? Eh bien, la marchandise est une chose impersonnelle. La marchandise, donc, telle qu'elle est produite, c'est l'unité d'une valeur d'usage, d'une valeur d'échange, mais en même temps, cette chose impersonnelle est capable, nous sommes capables de produire par elle-même des rapports sociaux. Tout se passe au fond comme si c'était la marchandise qui est une chose impersonnelle, qui avait la capacité de produire des rapports sociaux, qui fait tourner autour d'elle les rapports de personnes, et sans que les hommes comprennent ce dont il s'agit. Je ne sais pas si je fais bien comprendre. C'est ça le fétichisme. Et ça, c'est la plus belle formule que vous trouvez dans le texte. Alors, pour comprendre le fétichisme, il faut bien voir comment il est précédé par l'échange des marchandises entre des producteurs quelconques, qu'on ne va pas considérer dans leur débat, qui ne dépendent de personne d'autre que du marché. Et il faut considérer aussi qu'ils produisent des produits utiles, quelconques, qui en tant que marchandises vont s'égaliser. Ils sont tous des marchandises de quantités différentes, satisfaisant des besoins différents, mais ils sont tous une identité, qui est l'identité marchande, qui renvoie au fait qu'ils sont tous donc les produits du travail, qui est un travail abstrait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail abstrait ne se réalise que dans l'échange. Et c'est dans le fétichisme que le travail abstrait voit sa valeur inversée. On ne comprend pas que notre échange, on ne fait que réaliser une quantité de travail, de temps de travail abstrait, et que finalement, ce travail abstrait, c'est le travail humain qui est le sujet. Et ici, on retrouve des choses qu'on connaît bien. Il y a une espèce d'inversion. Les rapports entre les hommes deviennent en quelque sorte des rapports entre les choses. Et les hommes vivent leur rapport entre les choses comme si ces choses étaient des vraies personnes. Et eux n'étaient au fond que des dépendances mues par le rapport entre les choses. Donc le fétichisme, une inversion. Une inversion. L'apparence fétichiste inverse l'essence. L'essence, c'est le travail abstrait. Le travail abstrait ne peut se réaliser qu'inversé sous la forme précisément d'un monde des marchandises qui a en lui son auto-mouvement. Un monde qui est en quelque sorte lui-même son propre référentiel. Alors vous voyez que c'est un texte assez étonnant, parce qu'au fond, Marx, il n'est pas en contradiction apparente avec lui. Si vous regardez le manifeste du Parti communiste, dans le manifeste du Parti communiste, il y a un texte formidable, vous connaissez peut-être, qui dit le monde communiste, le monde capitaliste, c'est un monde, si vous voulez, où tous les rapports sacrés sont détruits, où les hommes découvrent leur véritable nature, et d'une certaine manière, tout est désacralisé, tout est profané. Ce ne sont que les relations de profit, d'argent, comptant, d'exploitation qui apparaissent. Donc il y a une sorte de puissance du capitalisme à désenchanter le monde. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de religieux qui tiennent devant la logique de l'argent. Et c'est un thème que va reprendre Max Weber. Max Weber, le grand sociologue, va dire que le capitalisme est une puissance de désenchantement des rapports sociaux, une puissance de désenchantement des formes de conscience sociale. Mais Marx dit exactement le contraire. Il dit que le monde de la marchandise, qui semble être un monde rationnel, raisonnable, est un monde qui en cache en lui-même, par l'inversion et par le fétichisme, une puissance d'enchantement des hommes, puisqu'il rend opaque aux hommes leur propre rapport social, et il les fait fonctionner par et dans l'opacité. L'opacité comme condition de possibilité du rapport. Ça, je crois que c'est une
chose d'important, et cette idée au fond que c'est bien l'enchantement, le mauvais enchantement capitaliste. Il y a d'autres textes de Marx dont je vais parler un peu, qui montrent que l'enchantement, c'est peut-être une sorcellerie. Et quand il parle du fétiche, la marchandise qui a le diable au corps, quand il parle du hiéroglyphe, encore un autre registre, eh bien, Marx, de ce point de vue, est en train de nous dire au fond qu'il y a une forme d'imaginaire social qui n'apparaît qu'avec le capitalisme, qui n'est pas un désenchantement du monde pour arriver à la prose du monde qui est l'utilité immédiate et l'exploitation directe. C'est plus subtil que ça. Pour être exploité dans le monde capitaliste, il faut d'une certaine manière passer par l'enchantement à laquelle la marchandise nous soumet et avec elle le fétichisme. Donc c'est un monde enchanté, un monde ensorcelé. Il y a d'autres textes de Marx qui dira qu'effectivement, quand on arrive au niveau du fétichisme du capital, le capital va multiplier cette apparence. Le capital, quelles que soient les formes de capital que Marx utilise, le capital semble lui-même, argent qui fait de l'argent, être doté de la puissance en tant que marchandise, plus que les marchandises, d'être la puissance de s'accroître par lui-même. Il semble avoir en lui une puissance automatique, quasi surnaturelle, et pour la comprendre, il faut faire la critique de l'économie politique et s'intéresser à la genèse du capital. Et Marx va dire au fond que le capital apparaît quelquefois comme une divinité barbare, un Moloch, qui, comme le Moloch ou les divinités hindoues, boit le sang de ses victimes dans leur crâne. Ces références théologiques sont retournées contre la théologie et montrent comment Marx travaille. Alors ce texte est difficile, pourquoi? C'est parce que vous y voyez des concepts philosophiques, hein, sensible, suprasensible, apparence et sens, des concepts théologiques, la marchandise enchantée ou diabolisée, je peux dire, et des concepts proprement économiques comme forme-valeur, forme-monnaie, valeur d'usage et valeur d'échange. Et vous voyez comment Marx réussit en quelque sorte à composer avec cette multiplicité de déterminations qui vient de registres différents, une critique complètement originale, qui déstabilise la philosophie parce que la philosophie va être confrontée à s'interroger sur ce que deviennent ces catégories lorsqu'elles sont imprises dans la critique. Ça, c'est une parenthèse, mais qui, je crois, est intéressante. Donc, on en arrive à ce premier moment. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, hein, de comprendre comment le fétichisme ne permet pas de penser ce dont il est le produit. Et il est fait même pour empêcher de penser, parce que cette absence de pensée est nécessaire pour que l'échange marchand fonctionne sans anicroche. Si vous vous mettez, vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous échangez, quel est le travail abstrait qui est présent dedans, et sur quelle quantité, bon, vous arrêtez la circulation. Vous faites de la science, vous faites de la connaissance. Bon, il faut que le circuit, la circulation se fasse avec un automatisme, et cet automatisme ne peut être fait que s'il y a opacité du rapport social, et si vous êtes pris dans le charme, sous le charme de la marchandise, et sous le charme d'une marchandise qui en quelque sorte semble automate, tenir en elle pour les cacher des rapports sociaux qu'elle réalise. Et ce qu'elle réalise, c'est quoi? C'est le temps de travail abstrait, c'est le travail abstrait. Voilà pourquoi la découverte du temps de travail abstrait, l'économie c'est une économie de temps, et le travail abstrait est fondamental ici. Si on ne comprend pas, si vous voulez, que ce chapitre termine vraiment le chapitre sur la marchandise, c'est pas par hasard si Marx en fait la fin du chapitre 1. Vous avez eu auparavant un problème, on l'a montré, la valeur, l'usage, l'échange, la forme valeur sur laquelle il a beaucoup insisté, j'ai relevé la conférence, il a esquissé aussi le passage à la forme monnaie. Et bien, il faut comprendre que Marx n'en finit pas avec il ne fait pas une simple théorie de l'échange marchand, il fait une théorie de son efficace, des conditions de sa possibilité et des conditions en quelque sorte d'obscurcissement de la logique d'une essence qui se manifeste dans son contraire. Les rapports entre les hommes ne sont pas des rapports directs, ils vont se manifester comme des rapports entre des choses qui sont animées d'un pouvoir et les hommes graviteront autour des choses qui vont les commander. Là où on peut voir, si vous voulez, on peut parler d'aliénation si l'on veut, mais à condition de respecter l'économie des concepts que je viens d'expliciter. Bon, voilà. Alors, ça c'est la première. Est-ce que j'ai été à peu près clair? Autant que je peux l'être sur ce parce que je peux en parler beaucoup. Deuxième moment, parce que je vais vous donner une vue d'ensemble du texte, parce que je ne vais pas trop raffiner. Deuxième moment, à partir de quand on peut faire le fétichisme apparaît. Comment remonter? Marx descendu des apparences, la marchandise apparaît comme quelque chose qui a le diable au corps, sensible, suprasensible, un hiéroglyphe, elle ne porte pas écrit sur son front, dit-il, ce qu'elle est, elle ne se donne pas à comprendre, elle se donne à agir, elle se donne à circuler, et elle se donne dans la dimension du surnaturel immanent. Le surnaturel immanent, c'est précisément l'occultation du travail abstrait, du temps de travail abstrait que la marchandise réalise. Bon, alors à partir de là, il y a un deuxième moment de la réflexion de Marx qui est intéressant, qui commence, je vous l'ai dit, au paragraphe 7, et au paragraphe 7, donc,
Marx va s'interroger. Comment remonter de l'essence à l'apparence? Et le dit d'ailleurs dans notre texte du Capital, on n'explique pas la religion, par exemple, en réduisant la religion à son essence, en montrant qu'il y a une mystification. Une véritable explication de la religion, c'est de faire le chemin inverse, qui, à partir de l'essence, montre comment la religion est produite dans la diversité et la complexité de ses formes. C'est un peu le même problème qu'on trouve à partir du paragraphe 7. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Eh bien, il dit, pour comprendre cela, il faut, en quelque sorte, refaire le chemin inverse. C'est au sein de leur échange, paragraphe 7, page 84, que les produits du travail acquièrent une objectivité de valeur. C'est une formule extraordinaire. L'objectivité capitaliste fait que le monde est un objet. Les objets que nous produisons ne sont pas des objets ne sont pas des objets simplement échangeables, ce sont des objets de valeur. L'objectivité, elle est de valeur. Ça, c'est fondamental. L'objectivité capitaliste, c'est une objectivité de valeur, socialement identique. C'est donc dans l'échange que les produits du travail, acquièrent une objectivité de valeur socialement identique, distincte de leur objectivité d'usage et de sa diversité sensible. Cette scission du produit du travail en chose utile et chose de valeur ne s'effectue que dans la pratique. La remarque que fait Marx est la suivante. Pour rendre compte de l'apparence phénoménale, il faut donc faire introduire ici le temps, l'histoire, l'expérience marchande est apparue tôt dans l'histoire de l'humanité, mais elle n'a jamais donné naissance à une économie marchande généralisée comme dans le monde moderne. Il a fallu du temps. Et on ne peut pas avoir la connaissance du fétichisme tant que l'économie marchande ne s'est pas généralisée un petit peu. Parce que les conditions de possibilité réelles n'étant pas données, il n'y a aucune raison que le savoir s'interroge sur les conditions de possibilité si elles ne sont pas présentes. Il faut du temps. Cette scission du produit du travail ne s'effectue que dans la pratique, une fois que l'échange a acquis une importance et une extension suffisante pour que les choses utiles soient produites en vue de l'échange et que le caractère des valeurs soit déjà pris en considération dans la production même. Donc là, Marx l'inverse, il montre que comment, à partir de l'essence, on doit refaire ce chemin, et c'est un chemin qui implique des connaissances. Voilà pourquoi la science économique, la vraie science économique, celle de Ricardo, pas celle des idéologues vulgaires, comme il le dit, la science économique a mis beaucoup de temps pour comprendre les choses. D'ailleurs, on les a compris qu'à moitié. Le grand moment de la science économique, c'est la découverte de la forme-valeur. Incoative, et pas évidemment développée chez Ricardo Smith, mais c'est cela. Pour découvrir la forme-valeur développée, il fallait bien que, d'une certaine manière, elle existât déjà dans la réalité, sinon la science serait une fiction. Il faut donc, si vous voulez, que déjà il puisse y avoir une division du travail extrêmement ramifiée, où le travail est divisé en branches utiles, où le travail lui-même réalise donc une quantité, se définisse par une quantité de travail échangeable et que la forte valeur apparaisse. Quand tout cela est réuni, et bien alors, quand cela est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que est produite dans la réalité, par la pratique sociale de l'échange, l'égalité de tous les produits qui ont de la valeur en tant qu'égalité de la même substance, qui n'est pas une substance. Le mot substance n'est pas bien, parce que la substance, elle est relationnelle, elle varie avec le temps, elle est toujours, comment dirais-je, constatée a posteriori. Il faut d'abord l'échange pour que la substance soit comprise, que le temps que la substance travaille soit produite. Ce n'est pas une déduction des attributs de la substance à partir d'une substance qui se précède antérieurement dans le temps. La substance, elle est immanente à son procès de production dans l'échange. Et il faut donc d'abord ce procès de production dans l'échange. Donc, l'égalité entre des travaux différents, il faut donc qu'en quelque sorte le processus est suffisamment avancé pour que les produits du travail puissent en quelque sorte produire d'eux-mêmes leur propre égalité. Et leur égalité ne peut être qu'une égalité en tant que travail abstrait. Ce n'est pas une égalité en tant que produit utile, ça c'est pas intéressant. Ce n'est même pas en tant qu'une égalité en tant que produit qui a des prix, ça nous met sur la direction qui est la bonne. C'est leur égalité en tant qu'elles sont des portions d'une substance travail abstrait qui va se réaliser au moment de l'échange et qui va toujours varier, qui ne peut varier en fonction des économies de temps, des capacités des uns et des autres et des aléas de l'économie. Donc la substance travail, ça n'est pas non plus une substance sujet. Parce que dire que c'est une substance sujet, c'est lui attribuer une espèce de caractère absolu auto-référentiel. Ce n'est pas un sujet, mais c'est un mouvement, processus complexe qui implique à chaque fois que l'on différencie les quantités de travail et des produits. L'égalité entre des travaux différents ne peut consister, voilà, à partir de là se refait la remontée, car une abstraction de leur non-égalité réelle, chaque travail est différent, mais néanmoins ils sont tous du travail abstrait, quand leur réduction au caractère commun, c'est ce que je m'explique à vous dire,
qu'ils ont en tant que dépense de force de travail humain comme travail humain abstrait. C'est quand le travail humain abstrait a acquis la force d'un préjugé que, effectivement, l'échange marchand est possible et que on se posera la question terrible, comment passer de la circulation à la production? C'est le vrai problème de Marx. Et on n'est pas encore rentré dans le domaine de la production. Ici, on reste toujours au niveau des apparences de l'échange marchand entre des vendeurs et des acheteurs par la médiation de l'argent. On reste toujours au niveau de la médiation marchande qui n'a pas été ramenée à la production. Donc, une abstraction de leur non-égalité réelle, réduction au caractère commun qu'ils ont en tant que dépense de force de travail humaine comme travail humain abstrait. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, le moment où, à partir de là, on doit pouvoir recomposer ce qui a été réduit dans un premier moment. Bon, et il faut du temps. Et il le dit d'ailleurs, Marx. Alors, on arrive ici à ces considérations sur la science critique. C'est une science critique paradoxale, parce qu'il n'y a pas d'objectivité extérieure. C'est à l'intérieur du processus que l'on doit d'une certaine manière faire la théorie du processus et de ses contradictions. Marx n'est pas dans une position d'extériorité par rapport au monde de production capitaliste. Marx pense de l'intérieur du processus et de quelle est sa place véritable. Sa place véritable ne apparaîtra que plus tard, c'est le point de vue de la force de travail. C'est du point de vue de la force de travail que tout ceci va être pensé, mais on ne le sait pas. En tous les cas, ce qui est important, c'est de voir qu'il faut du temps, que la valeur se transforme en hiéroglyphe, et à partir donc de cette considération sur le travail abstrait. Alors, le fait, page 85, le fait que le caractère spécifiquement social des travaux privés, indépendants les uns des autres, qui sont tous destinés au marché, et qui sur le marché vont réaliser, ils sont des parties d'un temps de travail abstrait, qui se réalisent en ce moment-là. S'il n'y avait pas le marché, le temps de travail abstrait n'existerait pas. Le travail abstrait n'existerait pas. Il n'existerait pas parce qu'il ne pourrait pas se produire ailleurs que sur le marché. Le fait que le caractère spécifiquement social des travaux privés indépendants les uns des autres consiste en leur égalité en tant que travail humain et prennent la forme du caractère de valeur des produits du travail ne vaut que pour cette forme de production particulière qui est la production marchande. Donc, la hantise de Marx, c'est la spécificité, la logique spécifique de l'objet spécifique. Et pour ça, tout est bon. Toutes les catégories philosophiques vont être convoquées pour donner la logique spécifique de l'objet spécifique. Il n'y a pas de logique générale de la production. Il n'y a pas de théorie générale de la religion. Il ne peut pas y avoir une théorie générale de la politique. Je fais cette parenthèse parce que les marxistes, dans notre lecture difficile de Marx, ont été souvent reportés à généraliser comme s'il y avait des généralités. Non, Marx n'est pas un penseur de la généralité. Ou la généralité qu'il pense, c'est une généralité sociale. Et donc spécifique. Voilà pourquoi vous voyez apparaître cette espèce d'historicisation biologique. Des catégories qui n'apparaissent que lorsque le moment est venu et qui ne peuvent être que liées à un travail particulier. Donc, ce qui intéresse d'abord les gens, qui échangent les produits, c'est quoi? C'est de savoir combien de valeurs ils vont pouvoir échanger leurs produits. Le reste, ils s'en fichent, ils s'en foutent. Ils le font, ils ne cherchent pas à le savoir. Ce qui intéresse pratiquement les gens qui échangent leurs produits, c'est de savoir combien de produits d'autrui ils obtiendront en échange leurs propres produits, dans quelle proportion se changera les produits. Et rien d'autre. Or, maintenant, quand cette pratique est généralisée, alors là, la forme valeur est produite. La forme valeur est produite. Et elle est produite donc au sein de ce travail social qui va se dissimuler à lui-même, qui va produire une apparence opaque, sous la forme donc des échanges marchands avec ces marchandises qui ont en elles la vertu miraculeuse de pouvoir s'échanger. Et en fait, dissimule ce qui s'échange véritablement, c'est du temps de travail, le stade et du travail abstrait qui est la référence. La référence, ça ne veut pas la thématiser, puisque les marchandises vont s'attribuer à elles-mêmes le mérite de l'échange marchand. Et c'est dans ce sens qu'il y a fétichisme. À savoir qu'il y a immédiatement un objet sensible qui renvoie à un contenu intelligible. Le bois renvoie au divin, le pouvoir surnaturel du divin. On va l'adorer. Il ne faut pas qu'on l'adore, mais d'une certaine manière, la circulation des marchandises est passée comme un culte. Un culte spontané, un culte pratique que les hommes se rendent à l'égard de leur propre activité et elles font prise. Voilà pourquoi l'analogie avec la religion est importante. Mais ça n'est pas une théorie de la religion. Il ne faut pas généraliser. Nous dirons pourquoi ce n'est pas une théorie de la religion. Bon, alors s'il en est donc ainsi, vous voyez très bien que le paradoxe il est là. Je dirais, si vous voulez, qu'il y a trois manières, je termine sur ce premier point, sur ce deux premiers points, de comprendre le théorie du fétichisme. Il y a deux manières qui sont incomplètes et qu'il faut corriger l'une par l'autre. Il y a une troisième qui est la bonne manière. La manière incomplète, c'est quoi? Il y a une première manière de comprendre le fétichisme. Vous savez, moi je vous donnerai une bibliographie après si ça vous intéresse, ça en a fait couler de la chose.
La première manière, eh c'est la manière qu'au fond consiste à réduire le fétichisme à une illusion. Il y a une illusion religieuse, la religion moderne de la marchandise, et ça n'est qu'un objet de croyance. Mais non, si on croit dans la valeur fétiche de la marchandise, cette croyance est efficace. Une fois qu'on en a fait la critique, elle ne disparaît pas. Elle ne se dissout pas comme Feuerbach pensait que la critique de la religion rendrait l'homme, une fois qu'il a découvert qu'il s'est aliéné en Dieu, rendrait l'homme à lui-même, ferait de l'homme le Dieu de l'homme. Pas du tout. Alors, la première manière de penser le fétichisme, c'est précisément de penser que le transfert des relations sociales, du travail abstrait, à une chose figée, comment dire, est illusoire. Et qu'une fois qu'on a développé une théorie de l'illusion, on en est quitte avec le fétichisme. On n'en est pas quitte avec le fétichisme. Il y a une dimension illusoire avec le fétichisme, mais ça ne peut pas être une dimension illusoire. Alors, si vous voulez, la forme marchandise n'est pas qu'une croyance. Le fétichisme n'est pas qu'une croyance, même si c'est une croyance. On peut le critiquer. Je ne sais pas si je veux bien comprendre, c'est difficile, hein? Oui. Supposons, je vais aller acheter 6 œufs. Ouais. En quoi cette marchandise que j'acquiers a une connotation fétichiste? Mais parce que vous ne comprenez pas comment elle a été produite et le rapport au travail social qui précède. Elle annule, dans sa forme d'apparition, d'apparaître, la manière dont elle vous apparaît, elle annule tout le processus dont elle est et tout l'ensemble des concepts des déterminations que Marx introduit pour rendre compte de l'échange. L'échange n'a pas besoin d'être expliqué. Quand vous dites le fétichisme, c'est une question de croyance. Comment les yeux sont concernés par une croyance? C'est de la nourriture. Je reprends l'exemple des yeux. C'est un bon exemple. Marx dit qu'on peut considérer que le fétichisme est une illusion d'optique. Il n'y a rien d'autre. Et il dit non, pas du tout. Illusion d'optique, quand dans la vision, vous avez un objet qui vient frapper la rétine, par un rayon lumineux, il y a donc deux choses physiques en contact et vous avez la vision. Et bien il dit le fétichisme, c'est à penser comme une modification fondamentale de la vision. Pourquoi? Et parce que des produits qui sont des produits de votre travail, qui présupposent une division du travail, qui présupposent donc le fait qu'il y ait des choses utiles, qu'elles sont reconnues comme telles, que ces choses peuvent s'échanger, qu'elles ont un prix, et qu'en même temps, tout ça ne peut se comprendre que si on postule la forte valeur et qu'on introduit le travail abstrait, tout cela, l'échange marchand le présuppose sans avoir à le poser explicitement. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un présupposé posé qui n'a pas besoin de rendre compte de lui-même, pour ceux qui le vivent. Et quand on veut comprendre ce qui se passe sur un marché, on est obligé de passer par là, parce que vous verrez qu'ensuite, toute la théorie de l'exploitation de Marx passe par ce porche. Donc, d'une certaine manière, alors quand vous regardez le capital, c'est plus visible que pour l'exemple des yeux. Quand vous placez de l'argent sans aucun intérêt ou pour savoir pour les processus de production qui sont derrière, pour la production de second degré que la production financière, vous êtes bien en pleine illusion fétichiste. C'est à la fois une croyance dans la vertu miraculeuse de l'argent de faire des petites, ça Aristote avait déjà vu, mais en même temps, cette croyance ne suffit pas parce qu'il se trouve de fait que l'argent rapporte effectivement un profit et que ça on puisse le comprendre si on ne passe pas par des passages plus complexes, donc la division du travail, l'exploitation du travail, etc. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça, c'est le cœur de la critique de Marx, ce qui fait qu'elle garde toujours une certaine force d'actualité aujourd'hui, parce qu'effectivement, elle oblige ceux qui pratiquent l'économie à analyser ce qu'ils font et à ne pas donner comme évident cette idée qu'il y aurait trois facteurs du travail qui vont se mélanger, la rente foncière, le capital et le travail, et que vous brassez tout ça et que vous allez avoir des produits. Ça, c'est une apparence de l'économie vulgaire. Or, Marx pense que les économistes ont fait un effort pour dépasser l'économie vulgaire, parce qu'ils ont heurté la forme valeur, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas pu développer la question du travail abstrait, de son temps et de son partage, et qui passe par l'échange. Et pour qu'ils puissent avoir un travail abstrait, il faut aussi bien entendu des produits utiles, et qui sont des besoins humains. Bon, alors voilà, si vous voulez, donc de ce point de vue. Donc, Marx essaie de s'affronter à ce qui paraît une évidence. Quand on va ce fétichisme, tout le monde le pratique sans s'en inquiéter. Bon, je crois que tout le monde quand vous achetez. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est effectivement toute la machinerie sociale qui est derrière et qui met en place la circulation et la production. Et Marx est un des premiers à dire il faut s'étonner de ce qui paraît si simple, de ce sensible qui est suprasensible. Pourquoi une chose a-t-elle s'échanger contre une autre? Mais qu'est-ce qu'il y a d'abstrait dans la fabrication des œufs? Alors, ce n'est pas des œufs qui sont abstraits. Des questions pour la
Je réponds. La présentation et après on a Je vais vous répondre. Le travail abstrait des œufs, c'est le temps que prend l'agriculteur pour élever ses poules, pour leur donner à manger, et qu'il y ait une répartition du travail. Elle paraît simple, elle n'est pas simple, et si l'agriculteur dépense trop de temps de travail, il vendra ses œufs moins cher que l'autre, parce qu'il ne sera pas aux conditions de la productivité, et que d'une certaine manière aussi, ça peut disparaître. Donc, tout ça, c'est quantifiable. Pourquoi on Marx ne dit pas que ce n'est pas quantifiable. Il dit que la quantité ne suffit pas. La quantité que vous prenez, c'est une quantité apparente qui fait l'économie du travail abstrait. Et qui fait l'économie du fait que ça n'est spécifique qu'à une forme d'économie. Toutes les économies ne sont pas marchandes. Ça, c'est important. Il faut que vous vous étonniez devant le fait que notre économie est une économie marchande. Au Moyen-Âge, pas d'économie marchande. Dans les sociétés, à la fin du Moyen-Âge, de l'Antiquité, pas d'économie marchande. Bon, le communisme, s'il existe, ne sera jamais une économie complètement marchande ou marchande. La marchandise et son fétichisme vont disparaître. Et Marx s'interroge véritablement, il est celui qui est le plus étonné par la spécificité, la singularité déconcertante du monde moderne, où les choses les plus simples, les plus apparentes, finalement, produisent en elles des éléments d'illusion et d'objectivité. On dit travail abstrait, ne faudrait-il pas dire plutôt travail social? Travail social abstrait. Alors, parce que... Oui, c'est juste. Ah oui, si j'avais entendu travail social, j'aurais compris, mais le mot abstrait... Mais c'est Marx qui le dit. Ça a quand même une connotation. Il dit quelquefois travail social général et travail abstrait. Il faudrait rentrer dans la vision. Mais vous avez raison. C'est travail social. Je n'aurais pas posé la question. Voilà. Mais vous avez raison, c'est moi qui me suis mal exprimé. Donc c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, c'est le travail social. Ce que je ne vois pas, ce n'est pas abstrait. Non. C'est bon. Enfin, ça, écoutez, ça, je voudrais revenir sur le problème spécifique du travail social abstrait. Bon. Excuse-moi, ce qu'il y a d'abstrait, c'est le fait, là, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc il faut me corriger évidemment, mais moi, ce que je crois comprendre, c'est que on dit travail abstrait, pourquoi? Parce que on vise un travail social, non concret. L'exemple de Marx, c'est de dire, si un menuisier est complètement à la masse et qu'il lui faut 8 jours pour faire une table, alors qu'un autre menuisier qui est très doué, il va faire la même table en une journée, on ne va pas dire que la table du premier menuisier qui s'y prend comme un manche, on ne va pas dire qu'elle coûte 5 fois plus cher que la table de l'autre. Parce qu'il y a 5 fois plus de travail. Non. Donc... Il y a une économie de temps de travail. C'est parce qu'il n'est pas aux conditions du temps de travail moyen que celui qui fait une table prochaine. Pour sortir de cette difficulté, Marx dit, ce n'est donc ni le temps de travail du premier menuisier, ni le temps de travail du deuxième que l'on prend. C'est le travail social. C'est le travail social, la moyenne des deux. Moyenne en étant donné. La moyenne des deux. Et c'est en cela que c'est du travail abstrait. Voilà. Parce que c'est une moyenne sociale. Et qui n'est pas identique à la collection des travaux des concrets. Voilà. Non, mais le problème avec il faut expliquer ça. On l'a peut-être pas expliqué au début, mais si on essaie de... Mais si on pose des questions à la fin, on n'a rien compris pendant 3 quarts d'heure, c'est pas très satisfaisant. Est-ce que j'ai été incompréhensible ou pas? Honnêtement. La matière est accessible. Non, mais l'intervention de monsieur était parce que... Oui, c'est bien. Oui. Bon, alors voilà, donc la première manière de voir le fétichisme, c'est de le réduire finalement à une forme d'illusion qu'on dissipe. Bon, la deuxième manière de voir le fétichisme, c'est de penser sa complexité en disant l'illusion n'explique pas tout, il n'empêche que l'échange a lieu et que l'échange a lieu en produisant cette croyance immanente à la marchandise et qu'il est efficace. Et Marx cherche en quelque sorte, dans les textes que j'ai lus, à trouver une position autre qui permette de dépasser la réduction du fétichisme à une simple croyance, et d'autre part aussi de s'en tenir au seul efficace, de penser les deux. Et voilà pourquoi il dit que c'est la forme-valeur en tant que telle qui réunit les deux, qui permet de comprendre, parce que j'ai essayé de dire sur le temps social et sa réalisation par la conjonction sur le marché des travaux différents des producteurs indépendants. Dans la troisième option, c'est la fusion, si vous voulez, d'une simple critique imaginaire, du fétichisme comme imaginaire social, et celle donc d'un pouvoir efficace. Et donc,
de ce point de vue, on en arrive à l'idée que le fétichisme serait un masque efficace. Les marchandises ne peuvent pas se réaliser sans avoir un certain masque qui occulte le rapport au travail social. Voilà, c'est ça l'idée de Marx. Et en ce sens, elles sont douées de cette propriété qui leur permet d'être échangées. Et d'une certaine manière, donc, les échangistes ne peuvent se régler que sur elles. Celui qui a produit dans des quantités de travail, on vient de le dire, insuffisantes, est sanctionné. Mais ça, pour arriver à comprendre la notion de travail social, il faut du temps et d'autres moyens. Donc, la troisième option de Marx, c'est la fusion des deux précédentes. Il y a bien un transfert, voilà, un transfert des rapports, des relations entre les producteurs, en tant que des producteurs, donc, travaillent, et que leur travail est un travail social, et que les propriétés des produits de ce travail social vont être condensées dans la marchandise, et que la marchandise va en quelque sorte occulter la quantité, le rapport au travail social et le rapport à la quantité, le prix donnant lieu de la théorie de la quantité. Alors, s'il en est donc ainsi, on va à la fois avoir cette idée que le fétichisme est un processus donc, qui inverse fondamentalement la logique de la production et de la circulation, et que par conséquent, il est immanent, il ne pourra pas disparaître tant qu'on n'aura pas inventé une autre manière de produire que la production marchande. Bon, et mieux le comprendre, Marx donne un exemple. J'en arrive rapidement à la troisième partie, qui est la comparaison des types de sociétés que fait Marx. Donc Marx va donner quatre exemples pour soutenir la thèse que le fétichisme n'apparaît que dans la société capitaliste, dans une société marchande, et qu'il est indéracinable tant que la marchandise, on n'a pas trouvé une autre manière de produire qu'une production marchande. D'ailleurs, le fait d'aujourd'hui de produire de manière non marchande se pose bien. Il s'agit de santé, il s'agit de bien d'autres choses, et que la marchandisation de tout, aujourd'hui, rencontre des limites et des problèmes. On peut prendre Marx dans ce sens et voir que ce qu'il a à dire peut se défendre. Donc, c'est cette idée-là qui apparaît dans les deux exemples. Alors, je lis le premier exemple, je le commente. C'est la troisième partie du texte que je suis en train d'essayer d'égratigner un peu. Je n'ai rien fait d'autre que d'égratigner le texte. Mais, alors voilà, le texte, il dit ceci. Donc, il nous dit ceci, c'est ce genre de forme, comme la forme marchandise liée à la forme valeur liée au travail, qui constitue les catégories de l'économie bourgeoise. 87. Page 87. Ce sont des formes de pensée, qui sont en même temps des formes réelles. Les formes réelles sont liées à des formes de pensée. Dans ce cas-là, on n'est pas dans la théorie d'une structure et superstructure. La marchandise ne peut pas exister sans être accompagnée d'une forme de pensée qui est le fétichisme. Ce sont des formes de pensée qui ont une validité sociale, et donc une objectivité sociale, pour les rapports de production de ce mode de production sociale historiquement déterminé, qui est la production marchande. Si donc maintenant, nous nous échappons vers d'autres formes de production, nous verrons disparaître instantanément tout le mysticisme du monde de la marchandise, tous les sortilèges qui voilent d'une brume fantomatique les produits du travail accompli sur la base de la production marchande. Un très beau texte. On fait une hypothèse qui n'est pas qu'une hypothèse de pensée, on fait de la comparaison. Après avoir donc développé une analyse logique conceptuelle, on présente maintenant des exemples qui ont une référence historique ou diachronique, si l'on veut introduire ce concept. Et donc, premier exemple, qui est un exemple fictif, puisque l'économie politique aime les Robinsonades. Effectivement, souvent, les économistes recourent à ce personnage de Robinson Crusoe, seul sur son île, qui va découvrir la nécessité de satisfaire des besoins, par des objets, des produits utiles, qu'il va être obligé de travailler, de répartir son travail en différentes durées en fonction de ce qu'il veut produire, et qui doit tenir compte des aléas de la production pour changer de travail ou trouver un autre produit. Et dans les Robinsonades, on a une situation complètement farfelue, même s'il y a quelques siècles de référence, l'homme individuel a souvent servi aussi de référence aux théories du contrat social. On parle de l'individu. Alors, supposez que cet individu soit sur son île, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va faire une division du travail, du travail concret abstrait, il n'y aura pas de différence véritable encore, et il va satisfaire ses besoins. Donc, le produit de Robinson, c'est donc un produit qui satisfait immédiatement ses besoins, et par conséquent, là, il n'y a pas de marchandise, il n'y a pas de fétichisme. Robinson est dans un rapport de transparence à son activité qu'il comprend pour elle-même. Il sait très bien que s'il veut produire une chaise, et s'il veut manger, il faudra dépenser son temps de travail autrement. Donc, c'est ça qui est intéressant ici.
l'île de Robinson nous permet donc de voir que les relations ici ne sont pas suscitées, ne peuvent pas susciter d'illusions, elles ne peuvent pas susciter d'imaginaire social, puisqu'il y a un rapport immédiat de transparence, de révélation sur l'activité. Ça ne pose pas de problème particulier. C'est le premier exemple de Marx. Il terminera par un autre exemple qui est pas forcément un exemple imaginaire, mais qui en tous les cas nous renvoie au futur. Et le futur d'une société non marchande n'est pas seulement un seul individu. Alors, avant d'arriver à l'exemple ultime, celui d'une société qui serait celle communiste, quittons maintenant la lumineuse clarté de l'île de Robinson pour nous transporter dans les ténèbres obscures du Moyen-Âge européen. Au lieu de cet homme indépendant, dans la page 88, nous trouvons la dépendance généralisée, les serfs et les seigneurs, des vassaux et des suzerains, les laïcs et les clercs. Et nous avons une société dans laquelle il y a des exploitations, il y a des dépendances, des rapports de domination. Le seigneur domine le serf, le seigneur est propriétaire des terres, le serf peut savoir se voir concéder quelques lopins de terre dont il n'est pas vraiment le propriétaire, et il est obligé à l'accorder. Donc il y a bien exploitation. Il y a bien exploitation qui est une exploitation non marchande, qui est liée aux rapports de dépendance directe qui sont des rapports hiérarchiques entre le seigneur. Et ces rapports hiérarchiques qui sont, comment dirais-je, socialement déterminés, mais ils sont liés à la naissance, puisque dans une société, on est un seigneur ou on est un serf. Et une fois qu'on est né, on sera pris dans cette hiérarchie, et de ce point de vue, on sera bien obligé de faire une critique du rapport social. Mais quelle que soit la critique de l'exploitation, la critique de la hiérarchie, eh bien, Marx dit ceci, les produits du travail, les travaux eux-mêmes, n'ont pas besoin de prendre une figure fantastique distincte de leur réalité. Là aussi, il y a transparence. Les hommes savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils vont travailler tant de temps pour le Seigneur, tant de temps pour eux-mêmes. Ils entrent comme autant de services en nature. Le travail prend la forme d'un service en nature qui sont transparents pour les producteurs eux-mêmes et qui ne peuvent vendre quelque sorte de prix par l'illusion marchande. Au fond, ils savent très bien qu'ils sont exploités. Comment justifier l'exploitation? Le capitalisme n'a pas besoin à la limite de justifier l'exploitation, puisque l'exploitation est justifiée elle-même par les apparences fétichistes. Là, l'exploitation va être justifiée par la volonté de Dieu, qui veut des rapports sociaux inégalitaires, par la référence à une nature qui crée les uns plus grands, plus forts, les uns faits pour dominer, les autres pour être dominés. Et peu importe, quelle que soit la justification de l'exploitation qui existe, cette exploitation n'est pas marchande, et cette exploitation est parfaitement liée à la conscience claire que peuvent avoir les exploités de leur situation d'exploiteur. Dans le monde marchand, c'est plus difficile. Oui. Quel est le rapport qu'il y a entre marchandises comme une table fabriquée et l'imaginaire social? Mais l'imaginaire social, c'est celui de la marchandise. C'est la marchandise en tant que telle qui se crée son propre imaginaire. Puisqu'il est en train de vous dire qu'il y a des sociétés qui ne sont pas marchandes. Donc, dans lesquelles l'imaginaire ne sera pas un imaginaire de travail, ce sera un imaginaire de l'autre type, un imaginaire religieux ou un imaginaire politique qui fait que par nature, les hommes sont distribués à telle place dans la société et que c'est voulu par Dieu qui veut qu'il y ait des clercs, des nobles et des paysans. Vous voyez, donc c'est ça qui l'intéresse. Donc, le deuxième rapport, ce rapport réel, précisément ici, quel que soit donc le jugement qu'on porte sur les masses sous lesquelles les hommes se font face, les rapports sociaux que les personnes ont rencontrés dans leurs travaux y apparaissent comme leur propre rapport personnel. Dans une société dominée par des rapports personnels, l'exploitation demeure, mais ce n'est pas une exploitation par la forme valeur. Elle n'intervient pas, et ce n'est pas une exploitation qui se trouve en quelque sorte liée à un imaginaire fétichiste. Les rapports sociaux ne sont pas fétichisés. Ils ne sont pas déguisés en rapports sociaux des choses. Or, ce qui caractérise le capitalisme, c'est que les choses semblent avoir des rapports sociaux, elles apparaissent comme des rapports sociaux, et les hommes étant précisément eux-mêmes chosifiés à partir de ces rapports sociaux. Ce sont des rapports sociaux, des choses des rapports sociaux, et les hommes sont pris eux-mêmes comme des choses. Chosification des hommes et personnification des marchandises. Cette espèce d'inversion et de chiasme qui caractérise le mode d'objectivité sociale du capitalisme. L'être social capitaliste, c'est défini comme ça. Ça, c'est quelque chose d'important quand même, de Marx ici, je crois. Et on n'en est pas sorti. L'école de Francfort, Adorno et bien d'autres, ou même, comment s'appelle-t-il, les situationnistes avec Guy Debord, retrouveront dans la société du spectacle, ils vont retrouver ces illusions et ces fétichistes. Ils dépendent d'ailleurs du texte de Marx, ils le disent. Debord cite le texte sur le fétichisme. Tout le monde de la marchandise est lié à ça. Alors ensuite on en arrive à un troisième rapport. Alors c'est un rapport dans lequel il y a un travail commun, une communauté qui n'est pas une communauté d'égaux, une socialité, une socialisation, et on la rencontre dans les industries agro-patriarcales
qui ont succédé donc, au début, à la fin de la société antique et au début de la société médiévale. Là, si vous voulez, les familles, ça c'est la famille qui est l'unité de référence, unité de subsistance, les gens travaillent en commun, il y a un travail commun, si vous voulez, ils ne sont pas indépendants les uns des autres, ils sont sous la dépendance les uns des autres, et ils procèdent à divers travaux, filage, tissage, confection, et ces travaux sont assurés par qui? Ils sont attribués par des rapports directs, ils vont être attribués en fonction de l'âge, les jeunes et les vieux, ils vont être attribués en fonction du sexe, les hommes et les femmes, et d'une certaine manière, dans cette famille, avec sa hiérarchie patriarcale, sexiste, tout ce que vous voudrez, il y a le genre, dans cette famille, là aussi, il va y avoir une division du travail, une répartition du travail évidente et claire. S'il y a des rapports d'exploitation et des inégalités qu'on vient d'évoquer, eh bien, les différences d'âge et de sexe et les conditions naturelles changeantes règlent la répartition des travaux, mais la dépense des forces de travail individuelles, mesurée par leur durée, apparaît comme détermination sociale originaire. Donc là aussi, il y a une relative transparence du rapport social aux acteurs sociaux. Bon. Ça, c'est le troisième exemple. Ça fait deux, vous voyez très bien que un exemple de fiction, de révélation, deux exemples historiques, puis il y en a un nouvel exemple qui ne correspond à aucune société historique, qui aurait peut-être à l'avenir, c'est l'exemple de l'association d'hommes libres. Représentons-nous enfin pour changer. Une association d'hommes libres travaillant avec des moyens de production collectifs, dépensant consciemment leurs nombreuses forces de travail individuelles comme une seule force de travail social. C'est une reversonnade à plusieurs. On demande de penser que la pluralité des forces de travail de cette association d'hommes libres, donc qui ne sont pas pris dans des rapports de dépendance directs, comme précédent, ni dans les rapports de dépendance indirects que sont celles du marché et de la production capitaliste, ces hommes-là vont pouvoir en quelque sorte procéder à une répartition du travail qui n'est pas médiatisée par la marchandise. Pour traiter de ça, il faudrait traiter de ce qui s'est passé avec l'Union soviétique avec le plan et la planification. On a essayé quelque chose sur des expériences qui mériteraient d'être étudiées. En tous les cas, ici, si vous voulez, il va y avoir quoi? Eh bien, dans cette répartition du travail, il va y avoir donc une répartition du produit social en deux parties, ce qui est nécessaire pour être réinvesti, pour que la production sociale continue, et ce qui est destiné, en fonction du travail fourni, à la production individuelle. Donc il y a deux déterminations à faire intervenir, la répartition, la division du travail en fonction des secteurs de la production, la consommation individuelle en fonction du travail individuel, sans médiation de la marchandise. Marx dira ceci, ce partage se ferait sur une modalité qui change avec chaque modalité de l'organisme. Et de ce point de vue, le temps de travail, ici, est important. Il y a un nouveau rapport au temps de travail qui n'est pas médiatisé par la marchandise. Utopie ou pas, c'est quand même quelque chose de fondamental qui a été essayé, les soviétiques ont essayé d'établir une planification. D'ailleurs, Marx parlera de plan consciemment organisé. Il y a un plan. Alors là, si vous voulez, la répartition du temps de travail ne se fait pas a posteriori par la réalisation du travail social sur le marché après coup, ex post. La répartition du travail se fait ex ante, par avant. Hein, là, le compte de ce que l'on a, des besoins, des moyens de les satisfaire, et on planifie. Alors, le temps de travail joue alors un rôle double, donc il ne disparaît pas, et il n'y a ni marchandise, ni fétichisme. D'une part, d'un côté, sa répartition socialement planifiée règle la juste proportion des diverses fonctions du travail sur les différents besoins. D'autre part, le temps de travail sert en même temps à mesurer la participation individuelle du producteur au travail commun et aussi, par voie de conséquence, à la part individuellement consommable du produit social. Les relations sociales existant entre les hommes et leurs travaux, entre les hommes et les produits de leurs travaux, demeurent ici d'une simplicité transparente tant dans la production que dans la distribution. Donc, on retrouve une nouvelle transparence, mais qui est sociale et qui n'est pas liée à la fiction du Singleton, Robinson sur son île. Il y a des rapports sociaux, mais ces rapports sociaux ne sont pas des rapports d'exploitation directe, ni d'exploitation par le biais de l'exploitation de la force de travail. Bon, c'est un texte très intéressant. De quoi s'agit-il? S'agit-il d'un type idéal? S'agit-il véritablement de la part de Marx d'un essai pour clarifier l'idée communiste? Je pense que c'est plutôt ça. Mais vous voyez très bien que ça pose beaucoup de problèmes. Parce que là, pour traiter ce texte-là, il faudrait voir ce qui dans l'histoire s'est passé quand on a des expériences diverses de planification du temps de travail où les marchandises, le marché avait perdu une partie de sa fonction sans complètement disparaître. Je laisse ça de côté. En tous les cas, ce qui est intéressant, et ici, c'est en ce sens que le communisme qui apparaît là est un communisme qui est à la fois très
excitant et séduisant, parce que c'est effectivement l'idée d'une forme sociale qui n'a pas existé, qui n'est pas régie par la logique de la marchandise et du fétichisme, où en quelque sorte la connaissance qu'auraient les acteurs sociaux de la division du travail serait transparente et ne serait pas en quelque sorte obligatoirement conditionnée par une science d'après-coup. La question qui se pose est la suivante, c'est de savoir si effectivement une société de ce type a encore des rapports sociaux keynésiens. Marx facilite les choses, c'est séduisant, mais la question est de savoir si effectivement une société dans laquelle il y a une transparence, elle n'est pas une espèce de société d'un contrat social généralisé dans lequel il devient très difficile de penser des rapports de production déterminés non-exploitation. C'est une vraie difficulté. C'est une difficulté à tel point que le deuxième texte important dans lequel Marx parle du communisme, c'est le livre 3, chapitre 48 dont j'ai parlé. Marx va réintroduire, là, si vous voulez, la division de la société en deux règnes, c'est-à-dire qui complique le passage ici en disant le travail ne disparaîtra pas, il sera modifié. Donc, il y aura des produits de travail qui ne seront pas des marchandises, mais il y aura la nécessité de produire des économies de temps et une meilleure productivité et de le faire en fonction des secteurs de la production. Et deuxièmement, sur la base de ce règne de la nécessité qui continue et qui, de ce point de vue, continuera à produire une richesse sociale, va s'élever le royaume de la liberté dans lequel eh bien, les hommes ne travailleront pas et pourront consacrer le temps libre à développer des conditions d'existence dignes d'eux-mêmes et développant toutes leurs capacités. C'est un texte important et intéressant parce qu'il introduit une complication dans le schéma très simple que vous avez ici dans le livre 1. Bon, alors là, la question que je vous pose ici, c'est de savoir comment le capitalisme, le communisme est pensé dans le capital. Là, vous avez un texte important, je l'ai signalé, et je m'en tiens à lui. Je ne conclue pas, mais j'ai essayé de vous montrer qu'il y a une difficulté, c'est que la transparence absolue des relations sociales risque en quelque sorte de faire apparaître des relations sociales qui n'ont jamais existé historiquement et dont il faudrait montrer comment elles peuvent se construire, et c'est dans l'empirie aujourd'hui, à partir des relations sociales existantes. Ça ne veut pas dire que le communisme est impossible, ça veut dire qu'il faut le penser véritablement à partir de ce qu'en dit Marx et à partir aussi des essais qui ont été faits à l'Union soviétique surtout, et où on a vu que la marchandise ne disparaissait pas si facilement et que la production capitaliste pouvait résister sous des formes différentes. Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui, mais le texte de Marx, on voit très bien que le capital, il est quand même orienté et pensé en fonction du communisme. La conception du capital, c'est clair que si on introduit cette représentation de cette société d'hommes libres, travaillant avec des moyens de production collectifs, dépassant consciemment leur force collective de travail. Pas le contraire. Bon, alors j'en arrive au moment final de l'analyse, en proposant donc le quatrième point pour présenter au moins l'intérêt, c'est une discussion de la théorie de la valeur. Marx dit qu'on n'en a pas fini avec le fétichisme. Parce qu'à chaque moment de détermination des catégories de la critique de l'économie politique, il faudra se poser la question de savoir quel est leur mode d'apparaître, comment ces catégories sont reconnues ou pas reconnues, et il pose la question de la monnaie. Il y aura des illusions sur la monnaie, il y aura un fétichisme de la monnaie, on va donner une valeur absolue à la monnaie, au contraire, on va faire une simple convention, elle va poser les mêmes problèmes de faire la part entre ce qui est imaginaire, social et forme efficace. La monnaie étant en quelque sorte à penser comme étant l'ultime moment de la forme valeur, la forme argent. Et c'est très important pour la suite. Donc il ouvre cette idée en disant, si vous ne attendez pas que ça soit terminé, il faudra parler de la forme argent et de sa utilisation possible. Et le chapitre se termine à peu près là-dessus. Moi je voudrais terminer par deux, si je peux parler encore un petit peu. Non, si vous me supportez encore un peu. Oui. Bon, deux choses. La première, c'est la question de la religion. Marx donne une analogie avec la religion. Il dit effectivement l'inversion entre quelque chose qui serait un sujet et quelque chose qui serait projeté, ce sujet se projette hors de lui-même pour se faire l'attribut, le produit, dépendant en tous les cas de lui-même sous une forme aliénée qui serait Dieu. L'analogie de la religion est utilisée pour penser le fétichisme. Mais le fétichisme n'est pas pensable exactement dans l'analogie de la religion. Pourquoi? Parce que dans la religion, tel que Feuerbach et même Marx l'a rencontré, il y a donc l'apparition de divinité, de Dieu. Alors, le fétichisme ne parle pas de Dieu. Et le fétichisme historique dont parle Marx, celui des Desbrosses, celui de l'anthropologie du 8e siècle, c'est l'idée d'un objet sensible
qui en quelque sorte renvoie comme à son signifié, le signifiant, à du divin, à du surnaturel, à du puissant. Donc c'est une relation beaucoup plus simple. Donc alors la question qui se pose est la suivante: comment expliquer quelle serait une théorie de la critique de la religion d'inspiration de Marx, qui est en quelque sorte permettre de penser ensemble les formes historiques de la religion, pour nous, le polythéisme chrétien, sous sa forme catholique ou protestante, plutôt protestante, et en même temps aussi le rapport de cette forme, de cet imaginaire religieux avec son sens, ses personnes, ses dogmes, ses représentations, et le fétichisme. Alors on arrive à une idée extrêmement étrange, qui est la suivante: la critique de la religion chez Marx ne s'épuise pas dans la critique de l'aliénation religieuse, parce que le fétichisme n'est pas une forme fondamentale de la religion, une forme principale de l'aliénation religieuse. Le fétichisme, c'est quelque chose de spécifique. Alors Marx nous dit au fond que dans la religiosité que l'on trouve dans le monde capitaliste, c'est un mixte. On utilise des formes qui viennent du christianisme, et d'ailleurs, les formes qu'on va utiliser, c'est celles du protestantisme, c'est-à-dire un Dieu qui est un Dieu moral qui en quelque sorte se donne, en le créant, un homme libre qui est un homme abstrait. Et Marx va dire au fond que le protestantisme, il dit dans le texte, toute lettre, que le protestantisme est mieux que le catholicisme, la forme de religion adaptée au catholicisme, parce que le protestantisme produit une forme d'individualité fétichisée qui est celle de la représentation de l'homme abstrait libre et qui guère de savoir ce que va venir cet homme libre. Quand on passera à la circulation des marchandises, Marx va nous montrer que dans l'échange marchand, l'homme est supposé libre et égal aux autres, mais ce qui va se réaliser en passant de la circulation à la production, c'est l'inversion de cette liberté. Il va vendre sa force de travail, l'usage de cette force de travail pour un certain temps, il sera exploité et il ne sera plus libre. Il sera libre de ça ou de crever de faim. Et l'égalité, il n'aura pas égalité entre lui et celui qui va en quelque sorte, d'une certaine manière, s'approprier le produit du travail de son activité. Donc, vous avez cette idée que dans le Capital, il y a bien une possibilité de faire une critique de la religion qui ressemble à celle de Weber. C'est le protestantisme qui est la forme de la religion dominante. Weber dit que le protestantisme importe parce que l'homme libre est un homme plein d'activités, c'est le libre entrepreneur. Mais pour Marx, le libre, ce n'est pas simplement le libre entrepreneur, c'est le libre salarié qui ne peut pas se reproduire autrement qu'en vendant l'usage de sa force de travail et qui par conséquent va faire d'expérience du renversement, de l'inversion, exactement comme dans le fétichisme, de sa liberté à non-liberté. S'il ne travaille pas, il ne mange pas. Et par conséquent, il est en quelque sorte sous la dépendance impersonnelle du capital et il devient une partie du capital. Il est intégré par le capital. Ça, on reviendra ça plus tard. Alors, ça veut dire donc que si l'on veut s'expliquer avec la religion, il faut expliquer la complaisance étonnante entre le protestantisme et le fétichisme. Et que le protestantisme peut être porteur de fétichisme dans la mesure où il y a plus de montrer. Les religieux diront que le protestantisme ne s'épuise pas dans cette représentation, mais Marx, lui, s'intéresse à ça. Alors la question est bien posée. Il y a bien chez Marx cette idée au fond que la religion, il y a une religion de la vie quotidienne, il le dit dans le livre comme Capital, qui est la religion des formes fétichisées, la marchandise, toutes les catégories économiques peuvent être fétichisées, le profit, l'intérêt, la rente, toutes les déterminations économiques peuvent être fétichisées, et que la véritable religion capitaliste, ce n'est pas le christianisme, c'est la religion de la vie quotidienne qui a pour support les formes d'apparition du rapport social capitaliste et leur imaginaire. Et par conséquent, vous voyez très bien qu'il ouvre l'horizon. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une religion du capital? Et d'une certaine manière, Marx ouvre la voie à la théologie de la libération. Il y a des théologies de la libération qui vont maintenir l'idée d'un Dieu qui ne sera pas le Dieu capital, et qui précisément vont critiquer le capital comme fétiche, comme idolâtrie. Donc vous avez cette idée présente chez Marx. Donc vous avez une ouverture sur la critique des formes religieuses du monde moderne qui va au-delà de la prise en compte des simples formes de la réforme et qui montre comment le monde moderne réinvente une forme de fétichisme, d'idolâtrie très spécifique avec laquelle il s'imaginait n'avoir fini et il nous livre un monde enchanté qui est un monde ensorcelé par la marchandise, par le profit et par le capital. Et Marx, je voudrais citer ce texte, il est très bien que de ce point de vue, ça m'ouvre un chapitre énorme. Qu'est-ce que c'est qu'une critique des religions aujourd'hui sur l'équivoque de la religion? À la fois légitimation imaginaire du rapport marchand, de l'homme libre, en même temps peut-être aussi par le biais de la réactivation de la critique du fétiche ou de l'idole, invitation à
se poser la question de savoir si ce rapport-là, ce rapport de fétichisation est le seul possible, et s'il n'y a pas quelque chose qui tendrait vers une communauté un peu moins obscure, un peu moins opaque, dans laquelle il y aurait une inversion de l'inversion, où l'activité humaine ne serait pas placée sous la juridiction de la marchandise de ces rapports, si je veux bien comprendre. Et il faut que vous sachiez que Marx, comme tous les gens de son temps, connaissaient les textes religieux, connaissaient la Bible, et en particulier, il y a un texte qui me paraît intéressant que j'ai trouvé dans les cité par un auteur qui le prend le cahier de théologie de Marx, qui est un texte du livre d'Isaïe. Si je le retrouve, je vous le lis. Et effectivement, vous trouvez là une distinction qui est faite du prophète Isaïe lui-même, c'est un peu surprenant, c'est un beau texte, qui dit que la vraie religion, la théologie de la libération, renvoie au vrai Dieu. Marx n'a pas besoin du vrai Dieu. Mais le chemin commun qui se fait avec la théologie de la libération se fonde précisément sur la critique du fétichisme et de l'idolâtrie. Et voilà ce que dit le prophète Isaïe de l'idolâtrie. Il dit ceci. Ils sont tous sculpteurs d'idoles. Ils ne sont rien, ceux qui fabriquent des idoles. Et leurs œuvres préférées sont inutiles. Leurs serviteurs ne veulent rien et ne comprennent rien. C'est pourquoi ils seront couverts de honte. Qui sculpte un Dieu, Dieu qui va l'interpeller comme signifiant le divin dans sa matérialité de pierre et de bois, qui sculpte un Dieu et font une statue sans en attendre davantage. Voici que les fidèles de cette statue seront couverts de honte et rougiront. Le forgeron, alors c'est très intéressant, travaille sur des braises et façonne son œuvre marteau. Il travaille d'un bras vigoureux, mais il est affamé et il ne boit pas d'eau, il s'épuise. Alors vous avez cette idée au fond que ceux qui fabriquent des idoles s'épuisent à fabriquer des idoles et que ces idoles, eh bien, sont du travail perdu, du travail inutile, du travail dangereux pour leur propre vie. Et que d'une certaine manière, donc, l'idolâtrie est une inversion d'un rapport humain qui devrait être celui du vrai Dieu. Et sur le vrai Dieu de côté, en tous les cas, vous retrouvez dans ce texte, avec l'évocation du travail matériel, de l'idole, qui porte en elle la valeur signifiante du divin à partir de sa matérialité, vous avez cette idée au fond que les rapports marqués par l'idolâtrie sont des rapports dans lesquels les hommes perdent leur nature et s'épuisent et se perdent. Voilà. Le sculpteur sur bois prend mesure, dessine, l'image de la crée, la travaille au ciseau et sculpte des comme pas. Il l'a fait conforme aux proportions humaines. Mais néanmoins, il s'est beaucoup dépensé pour rien. Et il termine ainsi. Avec ce qui reste, il fait son Dieu, son idole. C'est devant elle, il s'incline, se prosterne et qu'il prie en disant. Ils ne savent pas ce qu'ils font et ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font et ne comprennent pas. C'est un texte que vous retrouvez chez Marx. Leurs yeux sont fermés à toute vision, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et leurs réflexions n'ont aucune connaissance ni intelligence. Voilà. Alors j'ai cité ce texte d'Isaïe, pourquoi pas pour le plaisir de faire chic, mais pour vous montrer qu'au fond, d'une certaine manière, Marx donc permet à une forme de il permet une réforme de la religion. Il permet donc un effort de la théologie de la libération, au nom de la distinction entre le vrai Dieu et l'idole, de faire un bout de chemin en dénonçant dans le Capital une idole moderne. Marx ne dit rien sur le vrai Dieu, parce qu'il sait très bien que la religion est ambiguë. Qui peut être une religion de domination, y compris celle du vrai Dieu. Mais vous voyez très bien la richesse du texte. Ce texte, d'une certaine manière, renouvelle l'intelligence de la forme complexe et composite d'une religion moderne qui ne peut pas, aujourd'hui, ne pas être fétichiste. Vous pouvez croire en Dieu et être fétichiste. Et ceux qui s'imaginent qu'ils sont passés au stade du vrai Dieu, eh bien ceux-là ne savent pas qu'ils sont restés fétichistes pour autant qu'ils sont pris dans les illusions efficaces de l'économie marchande. Voilà ce que dit Marx. Alors, avec effectivement, à la place du vrai Dieu, ou plutôt, ça ne devrait pas être à la même place, l'évocation d'une société plus transparente d'hommes libres, que Marx ne dit pas divine, qui ne sacralise pas, mais qui sert en contre-champ pour faire apparaître le caractère spécifique et violent et efficace de notre société et en faire la critique. Alors, voilà tout ce qui est engagé dans le fétichisme. C'est beaucoup. Je ne suis pas sûr d'avoir été clair, mais je pense que vous voyez l'importance stratégique de ce texte qui intervient tout de suite dans le début du Capital et qui ouvre toute la critique des formes de fétichisation, de toutes les formes de l'économie. Elles sont toutes des formes de pensée fétichisante. Le Capital, je vous remercie.